Bonjour à tous, bienvenue dans les mercredis de l'expérience client, l'émission où les professionnels de l'expérience client et collaborateurs, bien évidemment, les éditeurs de logiciels et les prestataires de services font découvrir leurs meilleures solutions et leurs nouveautés. C'est un rendez-vous de professionnels pour les professionnels. Et aujourd'hui, on va parler d'un support technique 24/7, l'IA autonome en renfort de vos experts. C'est donc le thème du jour. Et on va découvrir comment ça se passe grâce à Yampa et l'un de ses clients, Whisper. Et c'est avec Patrice Mazoyer et Baptiste Sainteau, deux des trois cofondateurs de Yampa, pour nous dévoiler plus en détail vos solutions. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Solution, on va le voir, hyper efficace et avec un retour client très instructif grâce à Eric Sell, CEO de Whisper. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Merci également de former cette Dream Team à vous trois. Patrice, déjà, on va présenter Yampa et sa vision. Cette jeune entreprise française, une start-up en quelque sorte. C'est une start-up qui a maintenant, depuis mars, une année, puisque c'est créé en mars 2024. Et en fait, notre ambition, parce que je pense que tu veux qu'on parle de notre ambition, ouais. J'imagine. Donc notre ambition, nous, elle est assez simple, elle est en fait de supprimer l'attente et l'insatisfaction client. On est parti avec Baptiste et Marin d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la qualité délivrée par la plupart des entreprises en termes de relations clients n'était pas au niveau de ce que nous, en tout cas, on avait envie qu'elle délivre. Et on a décidé pour ça d'offrir une solution aux entreprises pour améliorer de manière drastique l'expérience client. Alors, cette IA, justement, elle fonctionne comment chez Yampa? Alors, en fait, grâce à nos agents IA qui sont d'abord autonomes, on va pouvoir en fait gérer de bout en bout un certain nombre de process clients. Et puis, une fois qu'on sait plus faire, on va redonner la main à l'humain, à des agents humains. Ça va permettre, alors, avant tout, de viser des niveaux de qualité de service qui étaient inimaginables jusqu'à maintenant, puisqu'on va pouvoir mesurer des KPI autour de l'accessibilité à 100%, des délais de réponse quasi instantanés. Et puis, ça va aussi permettre de libérer du temps, finalement, aux agents humains pour enfin, j'ai envie de dire, faire du proactif et mieux fidéliser les clients, appeler les clients pour quand il y a un besoin relationnel beaucoup plus important. L'objectif à très court terme, c'est quoi ? Nous, notre objectif à très court terme, c'est d'être capable de gérer en autonomie de 40 à 60% des interactions clients dans les entreprises qui nous font confiance. Ouais, donc c'est énorme. Justement, concernant le processus client, pour entrer un peu plus en détail, qu'est-ce que finalement vos agents sont capables de prendre en charge et puis pour apporter quels bénéfices aux entreprises ? Alors nous, les agents IA qu'on va développer pour nos clients, d'abord, petit point, mais Baptiste va revenir en précision là-dessus. En fait, on peut développer ces agents IA grâce à une plateforme technologique, qui a été développée sous le contrôle et sous la main de Baptiste. Oui, directeur technologique en quelque sorte. Absolument. Et qui permet deux choses. La première, c'est de converser, quel que soit le canal choisi par le client. Donc on est capable de faire de la voix comme de faire de l'écrit, donc de l'email et du chat. Mais surtout, on a des capacités dans cette plateforme d'orchestration. Donc on est capable, à base d'API, d'aller travailler dans les CRM de nos clients, dans des applications métiers, finalement d'aller collecter de l'information. Et c'est grâce à ces informations qu'on va être capable de donner une réponse de bout en bout au client. D'accord. Ça va, comme je disais tout à l'heure, faire deux choses. La première, c'est que ça va effectivement permettre de viser des niveaux de qualité, encore une fois, qui sont inatteignables avec les organisations actuelles. Et notamment, je pense au 24/24, je pense au multilangue. Et puis ensuite, ça va permettre aussi, dans un deuxième temps, d'améliorer et d'optimiser les OPEX, et notamment d'améliorer les OPEX quand on est, par exemple, dans des cadres d'externalisation de services clients. Donc en termes de résultats, clairement, c'est quoi ? C'est des délais raccourcis, amplement raccourcis. Eric va vous dire des résultats très concrets sur l'accessibilité, les délais d'ouverture, les délais de réponse, la qualité des réponses,
et puis évidemment des coûts au contact qui vont baisser. Et donc j'aurais plus rien à dire, quoi. Si, vous pourrez faire part de cette, de cette satisfaction du client. On va en parler d'ici quelques instants. Mais je voudrais parler aussi du support et de la hotline technique. C'est quoi votre valeur, votre proposition de valeur spécifique finalement chez Yampa? Alors d'abord, juste si tu me permets, nos agents IA, ils sont vraiment capables de traiter quasiment toutes les étapes des parcours clients. Donc de l'avant-vente jusqu'au recouvrement, en passant par le service client, le SAV et le support technique. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le support technique. Je pense que ça vaut le coup de redéfinir ce qu'on entend par support technique. Le support technique, c'est en fait apporter une réponse à des clients ou des utilisateurs d'un produit ou d'un service et qui, à un moment donné, sont confrontés à une panne, à un problème technique. En clair, ils ne peuvent plus utiliser le service ou le produit. Et ça, c'est bigrement embêtant pour une marque parce que, évidemment, notamment en B2C, ça va travailler sur la fidélisation du client qui, à un moment ou à un autre, quand il va devoir renouveler son produit ou son service, va se poser des questions. C'est encore plus enquiquinant en B2B parce que parfois, ce produit ou ce service, il est constitutif de l'activité même de l'entreprise. Et donc, on peut être amené à certains moments à arrêter l'activité parce qu'on a un souci technique, etc. Ce support technique, on le trouve dans un tas d'industries qui vont des telcos, donc des télécommunications, en passant par les médias, l'automobile, l'informatique, etc. Et donc nous, ce qu'on a décidé, c'était d'offrir vraiment, grâce à nos agents IA autonomes, une solution complète pour adresser ce support technique. Et c'est une assez bonne nouvelle parce que, en fait, ce que fait très bien l'intelligence artificielle, c'est qualifier un problème et puis ensuite aller trouver le bon process pour résoudre le problème. Et ça, c'est typiquement la clé en support technique. Je sens que Baptiste bouillonne, il a envie peut-être de rajouter quelques précisions là-dessus. Oui, en fait, nous, ce qui nous, sur la partie vraiment, du coup, pour rentrer dans le détail spécifique sur le helpdesk, là où ça va être aussi extrêmement intéressant, c'est que lorsque on a des agents humains de helpdesk, ça va être parfois très compliqué de trouver des profils, on va dire, ultra spécialisés sur des technos particulières. Donc, je ne parle pas forcément de la technologie de l'entreprise. Oui. Je parle de technologie un peu classique, on va dire un expert, par exemple, Windows 11 ou quelque chose comme ça. Et en fait, on va pouvoir bénéficier de la capacité de ce qu'on appelle ces LLM, donc ces grands modèles de langage, à finalement être pré-entraînés sur des corpus de texte immenses et qui vont leur permettre d'avoir, en fait, de facto, des connaissances assez poussées sur des technologies grand public. À partir de ce moment-là, nous, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter une couche d'entraînement et de connaissances sur ces modèles pour qu'ils soient capables d'emmagasiner des informations sur des process, de la connaissance produit qui va être spécifique à l'entreprise en question, ce qui nous permet justement sur des problématiques très spécialisées comme le helpdesk d'avoir des niveaux de performance exceptionnels. Très élevés. Et alors, si je peux pour répondre à ta question plus spécifiquement sur la proposition de valeur, on a bien compris que dans le support technique ou dans le helpdesk, un des points, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de bien qualifier la demande du client. Je rappelle, et Eric nous en parlera, mais c'est très souvent l'utilisateur qui va définir son problème. Donc avec toute la complexité de bien qualifier, de poser les bonnes questions pour, au bout d'un moment, être capable de passer ce problème à un expert technique qui ne va pas perdre son temps justement à qualifier, mais qui va passer son temps à résoudre le problème. Et puis ensuite, il y a un sujet clairement autour de la scalabilité des modèles business de nos clients. Ouais. Et très souvent, nos clients, en fait, notamment en support technique, plus leur business augmente, plus le business s'accroît, plus ils sont obligés de faire grossir ces hotlines techniques. Et là, avec des agents IA autonomes en frontal, en fait, on arrive clairement à avoir un business model très pertinent et qui ne croit pas à la vitesse, en fait, les coûts ne croissent pas à la vitesse du chiffre d'affaires. Et c'est ce que demande tout entrepreneur. Et finalement, et on va en parler aussi ensemble, Eric, mais les défis auxquels sont confrontées les marques de manière générale, on arrive à pointer... Sur le support technique, ouais, c'est de bien qualifier, c'est de répondre très rapidement, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un enjeu... aussi bien en B2C que B2B, de résoudre le problème du client très rapidement. Il faut surtout ne pas arrêter l'usage du client, parce que c'est la clé du sujet. Et puis, il y a un vrai enjeu, par exemple, d'extension des horaires de service. Très souvent, ces hotlines sont ouvertes à des horaires entre guillemets de bureau.
Or, le client, quand il utilise son produit, ça peut être en soirée, la nuit, etc. Et là encore, avec nos solutions d'agents IA autonomes, on peut assez facilement, mais je ne veux pas dévoiler tout ce que va vous dire, mais on peut assez facilement... C'est intéressant, c'est que ça permet de libérer finalement les agents aussi, qui eux vont pouvoir travailler sur des cas un petit peu plus complexes. Tout à fait. Et ça sera aussi plus intéressant pour eux. Ça sera aussi beaucoup plus intéressant pour eux, parce qu'ils vont se concentrer sur finalement leur expertise profonde. Donc votre apport, Yampa, justement, pour résoudre toutes ces problématiques, si on doit les décrire plus précisément. Alors nous, notre apport, c'est un apport, encore une fois, de bout en bout. Ce qu'on fait, nous, avec nos clients, c'est qu'on va concevoir et piloter ces agents IA autonomes. Et encore une fois, ça repose sur une plateforme, et je pense que Baptiste va revenir dessus. Et puis le deuxième apport qu'on a, c'est que plutôt que de facturer en fait, des licences à nos clients, en fait, on va facturer à la performance, c'est-à-dire qu'on va facturer à la résolution des cas et du problème. D'accord, ça c'est intéressant, c'est important de le souligner. Baptiste, effectivement, donc, cofondateur, mais aussi directeur de la technologie d'Yampa. C'est intéressant avec vous de faire un bilan de l'IA aujourd'hui. On en parle beaucoup, il y en a beaucoup d'entreprises le développent, peu sont au point, finalement, j'ai l'impression, de ce qu'on entend dans le secteur. Comment elle a évolué pour vous et comment Yampa peut offrir justement ses services grâce à cette IA ? Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait une petite dizaine d'années que j'étudie et que je travaille dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'encore il y a quelques années, on se gardait, on va dire que l'IA était plutôt un buzzword. Chez les connaisseurs, on parlait plutôt de machine learning, donc d'apprentissage machine. Et en fait, l'intelligence artificielle, on ne savait pas vraiment ce que c'était. On savait qu'il y avait une notion de venir finalement reproduire l'intelligence humaine, mais la définition était très large. Aujourd'hui, la définition n'est toujours pas claire, mais en revanche, lorsqu'on interagit avec les systèmes qu'on voit apparaître depuis 2 ou 3 ans, on a quand même une sensation de pouvoir converser, échanger, se faire challenger par des systèmes qui nous paraissent particulièrement intelligents et qui reproduisent cette intelligence humaine. Ce qui est très intéressant, c'est que Patrice, du coup, parlait beaucoup de l'aspect conversationnel, accès à des bases de connaissances qu'on va retrouver effectivement chez Yampa, mais il y a aussi un apport qui est peut-être moins évident pour le grand public de ces modèles, qui est que leur capacité finalement à maîtriser le langage les amène aussi à être capables de prendre des actions. Donc c'est-à-dire que nous, on va utiliser la capacité de ces modèles à formuler des réponses pour venir décliner de la prise d'action, de la prise de décision, et se connecter finalement à tout l'écosystème d'outils de nos clients qu'on va retrouver justement sur les verticales helpdesk et support client, et qui vont nous permettre d'orchestrer des plans d'action et d'aller, comme Patrice le disait, très très loin dans la gestion du process de bout en bout. Donc finalement, on arrive quand même à une certaine maturité aujourd'hui en termes d'IA. Alors, on arrive à une certaine maturité. On a en tout cas des modèles qui ont, on a des performances de modèles qui apparaissent depuis quelques années, qui nous permettent d'avoir un élargissement des cas d'usage qui est absolument stupéfiant. Aujourd'hui, la limite à laquelle on se retrouve confronté, c'est pas la performance des modèles en tant que tels, c'est notre capacité à leur donner accès au bon contexte, à la bonne connaissance, aux bons outils. Et ça, c'est exactement ce que nous on fait chez Yampa au sein de notre plateforme. Et finalement, les modèles donc continuent à augmenter en performance, deviennent finalement une commodité, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est justement tous les aspects d'intégration dans l'entreprise de ces modèles. Et pour les helpdesk, aujourd'hui, c'est devenu indispensable, ces agents IA ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que sur des problématiques très très spécifiques, on se passe finalement d'un besoin de formation sur des technologies généralistes. Lorsqu'on va être sur du helpdesk technique, où on va avoir des besoins de qualification qui vont être très précis, qui vont être quasiment finalement uniques, lorsqu'on travaille sur des outils technologiques assez avancés, comme ce qui est fait par exemple chez Whisper, lorsqu'on peut avoir un problème de temps en temps, la qualification va être peut-être plus difficile. Et du coup, effectivement, on a cette capacité d'emmagasiner énormément d'informations, d'aller la chercher dans les bons outils lorsqu'on l'a pas, et ensuite, en dernier recours, lorsqu'on va escalader à des agents humains, on a la capacité d'escalader non pas à une équipe qui serait, on va dire, l'équipe de niveau 3 ou niveau 4, mais qui serait finalement la bonne équipe d'experts, puisque le problème a été qualifié de manière très très précise. J'ajoute juste un petit truc, c'est que, notamment en support technique, il y a une gestion de la saisonnalité qui est super importante. Là, on est en train de se dire que les problèmes techniques arrivent de manière ultra linéaire tout le temps, mais Eric pourra en parler aussi. Quand tu as un planton technique, c'est un pic d'appels ou un pic de tickets qui arrive. Et là,
l'IA est super intéressante. L'agent autonome est super intéressant parce qu'il n'a quasiment pas de limite d'absorption des demandes clients. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avec des agents humains, parce qu'évidemment, ces pics de contact sont absolument pas prévisibles. Bien sûr. C'est ce qui fait leur particularité. Baptiste, justement, en termes de base technique, chez Yampa, c'est important de le souligner pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui vous distingue de ce qu'on trouve ailleurs? C'est quoi votre force? Notre force, finalement, c'est l'orchestration de ces agents. C'est-à-dire que lorsqu'on va finalement parler d'un agent Yampa, en général, c'est comme ça qu'on le qualifie même en interne, on va parler d'un agent Yampa qui va prendre des tickets et qui va les résoudre de bout en bout, mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qu'on fait derrière, en arrière-plan chez Yampa, c'est qu'on dirige des équipes d'agents, finalement, qui vont être amenés à collaborer entre elles. Donc il y a toute une partie qui va être dédiée justement à définir les périmètres qu'on va donner à chaque agent IA, leur apprendre finalement à communiquer entre eux, décider de leur périmètre de spécialisation, leur permettre justement de se connecter aux bons outils. Nous, aujourd'hui, il y a une quantité assez importante de notre travail qui a consisté à développer plusieurs centaines d'intégrations finalement pour se connecter à la fois d'un point de vue action et d'un point de vue connaissance dans les outils de nos clients, donc dans tous les outils qu'on va retrouver sur les verticales qui nous intéressent. Et finalement, c'est tout cet aspect intégration, orchestration qui va être vraiment au cœur du réacteur. Et lorsqu'on fait de l'orchestration, on a également d'autres problématiques qui arrivent. Ces problématiques, ça va par exemple être l'évaluation des agents. Donc comment on s'assure à la fois avant le déploiement de nos agents, de manière, on va dire, offline, que nos agents atteignent le bon niveau de performance. Comment on va s'assurer, pendant qu'ils travaillent, que, par exemple, on va avoir des notions de ce qu'on pourrait avoir dans le monde des humains qui ressemblerait à de la supervision, qu'on va pouvoir vérifier la qualité de réponse, comment on va gérer les problématiques de sécurité, comment on va gérer les problématiques de monitoring. Et tout ça, dans le monde, on va dire, non déterministe des agents IA, c'est des sujets sur lesquels on a besoin de réinventer toute la partie ingénierie, et c'est là que notre plateforme prend tout son sens. On en reparlera de la sécurité tout à l'heure, mais ce qui est important, on dit dans le milieu, c'est la voix du client. Et la voix du client, elle est là. Eric Sell, CEO de Whisper. Whisper sans H, donc c'est pas murmurer, c'est... Non, chuchoter. C'est de crier. Et c'est une entreprise qui a 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement chez Whisper? Alors, je suis admiratif de mes partenaires de jeu parce qu'ils ont réussi à simplifier et à expliquer simplement des choses très compliquées. Donc, Whisper, c'est une société qui fait du développement de logiciels, des logiciels au service de la gestion de parcs informatiques. D'accord. Alors, c'est quoi la gestion de parcs informatiques? C'est depuis des années, on est en train de se dire que le parc informatique d'une entreprise, que ce soit une petite entreprise et à fortiori une grosse, il faut s'assurer que les gens aient bien accès aux bons logiciels, aux bonnes données, aux droits, aux devoirs, surtout par les temps qui courent, à la cybersécurité et à la protection, et que tout ce parc soit uniforme et géré d'une console centrale pour s'assurer que tout le monde, tous les piou-piou, sont raccords. Alors évidemment, on est plutôt dans un domaine de B2B que de B2C, même si je pense qu'à terme, on sera ravis de pouvoir gérer ses parents, les grands-parents et les petits-enfants avec un parc informatique. Mais c'est un autre sujet. Donc Whisper s'est mis très tôt, vous l'avez souligné il y a une vingtaine d'années, dans ce domaine de logiciels pour gérer une flotte informatique et avec tous ses droits, ses accès, ses devoirs et ses couches de sécurité. Alors, pourquoi c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a pu voir pendant ces dernières années? C'est que depuis des années, comme aujourd'hui on parle de l'IA, si on n'a pas le mot IA dans son vocabulaire, on ne sert à rien. Pendant des années, ça a été le cloud et les virtual machines. Donc on a dit, on va mettre tout dans le cloud et finalement, on va mettre des machines virtuelles qui vont à la fois avoir le moteur, avoir l'outil avec les logiciels, les applications, avoir les données. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la distribution uniquement de l'image sur les postes de travail qui finalement, eux, ne font plus rien en local puisqu'ils ne reçoivent qu'une image qui part du data center. Superbe. Tout le monde a été vers ça, et notamment quand on a eu la crise du Covid, le monde du télétravail a explosé. Exact. Donc tout le monde était ravi d'avoir. En particulier dans les centres d'appel d'ailleurs. Exactement. En particulier dans les centres d'appel qui sont des gros clients de Whisper. Donc à l'intérieur de ça, Whisper, lui, a une approche un peu différente et qui aujourd'hui est bien dans l'air du temps.
Il a dit, si je pouvais garder tous les bénéfices de la gestion, de dire, toi, tu as le droit de faire ça, voilà tes logiciels, voilà tes domaines de sécurité, voilà tes domaines d'accès, tout ça centralisé et contrôlé, sans pour autant avoir tout dans le data center. Ok. La logique, c'était quoi? C'était de dire, pourquoi utiliser un moteur dans le data center alors qu'on a déjà un PC et que lui, il tourne et qu'il y a déjà un moteur? Ça veut dire 2 moteurs qui tournent, première chose. Deuxièmement, si tout est dans le data center, ça veut dire que les machines virtuelles, quand on veut étendre ou diminuer son parc, il faut qu'elles soient présentes dans le data center. Ça veut dire que c'est un investissement de hardware qui est assez important à faire et surtout qu'il faut modéliser à l'avance. Parce que si demain je décide de bouger 500 postes de travail de la France vers la Belgique, bon, s'il n'y a pas de problème de latence, je vais réussir. Mais si je passe de la France à la Polynésie, il va falloir que je déplace toutes mes machines d'un endroit à l'autre. Donc il y a un besoin d'anticipation là-dessus. Exactement. Ouais. Et donc l'approche de Whisper, c'était de dire finalement, essayons d'utiliser la machine de l'utilisateur, le PC, et venons descendre toutes les règles de sécurité et l'operating system dans la machine de l'utilisateur. Et gardons dans le cloud la gestion et le pilotage de tout ça. Ce qui fait qu'avec cette approche-là, Whisper a résolu un certain nombre de problèmes qui existent encore dans les machines virtuelles. Je ne dis pas que les machines virtuelles vont disparaître, mais il y a quelques problématiques. Problématique numéro 1, c'est que vous avez tout centralisé, même si c'est plusieurs data centers, mais vos machines, elles sont au même endroit. Donc en cas d'attaque, de cyberattaque ou d'incendie ou d'accident industriel, vous n'avez plus rien. Nous, c'est résidence sur chacune des machines. Donc même si on venait à perdre le contrôle de la centralisation, les machines peuvent continuer à travailler. Et en termes de continuité d'activité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que cette image qui part du data center et qui vient jusqu'à votre machine, il faut bien la transporter. Et pour la transporter, on utilise de la bande passante. Ouais. Et la bande passante, elle n'est pas si négligeable que ça pour sortir une image de qualité. Donc à nouveau, dépendance à la bande passante. Puis après, il y a des questions un peu énergétiques et de souveraineté. Énergétique, pourquoi? Parce que finalement, moi, je n'ai qu'un seul avec Whisper, une seule machine qui tourne. Oui, ça c'est important. Versus 2. C'est un gros sujet aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'acheter 2 fois du hardware. Ouais. J'en ai qu'un, donc j'économise ça. J'ai la capacité d'utiliser, de partitionner, on va dire, mon ordinateur entre ma vie privée et ma vie professionnelle sur la même machine. Donc, je n'ai pas besoin de racheter un deuxième ordinateur. Je fais des économies de bande passante qui sont importantes. Et dans les moments qu'on vit actuellement sur lesquels l'énergie est quelque chose d'important, c'est clé. Deuxième point, la souveraineté. On est une société française, fière de l'être quand même. Comme il n'y en a pas. Fière de l'être, parce que des solutions comme les nôtres, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les machines virtuelles, c'est 99% d'Américains. Et qui en profitent d'ailleurs pour ajuster leur prix en fonction de leur volonté. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, voilà. Donc nous, on est sur des choses très simples. Il y a un prix de licence, tout est inclus, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'investissement. Et la souveraineté de la donnée est aussi importante parce que nous, on ne fait pas transiter du tout la donnée du client. Le client gère sa donnée comme il veut, on lui donne juste l'outil, l'operating system et la gestion. Alors que quand vous avez des machines virtuelles, tout remonte forcément au data center. Par les temps qui courent, voilà, il y a une notion de souveraineté de données qui est quand même assez importante. Donc voilà, j'ai essayé de vous brosser rapidement les tenants et aboutissants de Whisper. Alors, qu'est-ce qui vous a finalement fait vous rencontrer, fait travailler ensemble, et les challenges auxquels vous étiez confrontés chez Whisper et auxquels vous avez su faire face? Alors, Patrice et Baptiste ont quand même défloré beaucoup de choses, mais la problématique numéro 1 qu'on avait, c'est qu'on est quand même une petite entreprise, et à l'intérieur de ça, on a une vingtaine de personnes, donc essentiellement des ingénieurs d'ailleurs. La problématique, c'est qu'on a besoin d'avoir un service support au service de nos clients, puisque dans les clients que nous avons des clients qui feront 150 000, 200 000, 300 000 employés, donc ce n'est pas des PME et sur lequel leur outil industriel tourne sur Whisper. Donc on a une obligation de qualité. Deuxième chose, c'est quand même un sujet assez complexe,
parce qu'on gère finalement toute une configuration de parc informatique dans lequel il y a l'operating system, qui soit Microsoft ou qui soit Linux, il y a tous les droits, les accès, les clients lourds. Donc nous, on ne rentre pas dans les logiciels, mais malgré tout, c'est comme une box TV. Le jour où vous n'avez plus l'image, est-ce que c'est la box? Est-ce que c'est TF1? Est-ce que c'est... La prise de courant. Donc voilà, est-ce que c'est la prise de courant? Avant, on tapait dessus et ça repartait. Je suis assis sur la télécommande. C'était assez sympathique. Quand l'image flottait, on donnait un grand coup sur la télé, elle repartait. Là, sur la box, ça ne marche pas, en fait. Et donc la problématique que j'avais, c'était à la fois d'avoir une équipe support assez musclée, parce qu'il faut des techniciens. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui sort dans la rue. Il faut que la personne comprenne bien ça. Et donc, ça coûte cher, c'est un investissement, même si la solution est assez fiable. Et surtout, ça a été évoqué par Patrice, il y a une notion d'horaire d'ouverture, il y a une notion de langue qui est importante. Pourquoi? Parce que dans nos clients, notamment chez les BPO, on a des clients qui ont des couvertures internationales. Oui, donc il y a une question de fuseau horaire aussi. Exactement, il y a les fuseaux horaires, il y a les langues, il y a toutes ces choses-là. Donc pour scaler, pour passer d'une offre de support aux horaires d'ouverture en semaine versus 24-24 incluant le week-end, c'est une multiplication par 4 ou 5 des effectifs. Donc ça, et si je ne prends pas en compte la scalabilité et l'augmentation du trafic que je vais avoir. Parce qu'une fois que j'ai 2 personnes au support, ils sont pris et ils ne décrochent pas pour d'autres. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'il y avait à résoudre. Alors, j'aurais pu me tourner vers mes clients centres de support en disant, faites-moi le support. On est sur un produit assez technique, même très technique. Donc, cette problématique de multilangue et autres, l'intelligence artificielle, on dit c'est magique. Si je vais sur ChatGPT et je tape « Trouve-moi une société qui fait de l'AI pour résoudre ton problème », je vais avoir environ 18 000 réponses. Ça. Alors justement, votre choix, il s'est porté et là, on a eu la quoi? chance de croiser Yampa. Ouais. Et Yampa, il a déjà cette approche par rapport à l'intelligence artificielle, une approche focalisée sur ce domaine du support. Donc la problématique, et c'est pour ça que ça m'ennuie qu'il ait parlé avant moi, parce qu'il a tout défleuré, mais la problématique, ils la connaissent très bien, cette problématique. Donc, ce dont j'avais besoin, c'était une société qui à la fois soit à taille humaine, avec nos mêmes valeurs de souveraineté, parce que quand vous donnez le support à une société avec de l'intelligence artificielle, la première chose qu'on a fait avec Yampa, c'est de donner toute notre documentation, tous nos secrets, et après tout l'apprentissage, ceux qui l'ont. Donc il y a une notion qui est quand même assez importante. Une taille humaine, une spécialisation et de la vélocité. La vélocité, c'est important parce qu'on a un vieux client de Yampa, mais Yampa est tout jeune. Mais on a un des plus vieux clients de Yampa. Et ça a été le premier client de Yampa. Ah oui? Ah tu vois, je ne savais même pas. Champagne. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si je regarde l'évolution... Pour finir, pourquoi on a choisi, il y a évidemment Parce que vous avez sûrement été dragué par une multitude d'autres entreprises. Et donc, qu'est-ce qui a créé Sur l'intelligence artificielle, oui. Et ça continue tous les jours, surtout pour faire mes vidéos, pour me raser le matin, tous les jours. Sur le support, pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce domaine d'expertise dans le domaine du support. Et donc, il y avait ça, il y a un aspect économique aussi. Parce que, mine de rien, il y en a, le temps d'avoir le devis, j'ai déjà dépensé le budget que j'ai eu avec Yampa pour exécuter. Donc, voilà, je pense que c'est un point qui est important. Et puis, cette capacité de travailler assez rapidement ensemble, parce que les problématiques sont tout de suite capturées. Et voilà pourquoi on a décidé de se lancer avec Yampa. Et si je regarde un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui... évidemment, on n'allait pas basculer du jour au lendemain sur des promesses, basculer en 24-24, 7 jours sur 7. Donc, on a commencé par faire tourner les LLM, justement. Multicanal, pour l'instant, on est plutôt dans le chat ou l'écrit, mais pourquoi pas le vocal à un moment, on y pense. Mais pour l'instant, on s'est stabilisé là-dessus. C'est de faire du double pilotage, c'est-à-dire que notre service support technique à utiliser pour aller plus vite dans ses réponses, Yampa, en assistant de l'assistant. Ce qu'évoquait tout à l'heure Patrice, et qui est important, c'est que dans le support, il y a 2 choses. Il y a la première, c'est le diagnostic, et d'arriver à comprendre
Si le client appelle parce que finalement il a mal branché sa prise de courant, ou s'il appelle parce qu'il a un vrai problème, ou s'il appelle parce que Microsoft a fait une mise à jour ou un autre, et que finalement ça ne nous touche pas du tout, ou si même chez le client il y a une problématique. Donc cette partie diagnostic, c'est quelque chose de très important sur lequel on va travailler de plus en plus avec Yampa. Et le deuxième, une fois que le diagnostic est fait, c'est la résolution et la capacité de dire, voilà, j'acknowledge votre problème, soit je suis capable de le traiter, et aujourd'hui avec Yampa, sur des tickets qu'on a, on est entre 50 et 70% de capacité de résolution par Yampa tout seul, donc c'est pas 100, mais malgré tout, sur les 30% qui restent, ce qui est très important, c'est d'arriver à ouvrir le ticket, à le formaliser bien, pour être sûr que dès lors qu'on réouvre notre service support, il soit traité en priorité. Ça, c'est très important pour nous. Moi, ce que je déteste le plus pour être utilisateur de support client par moment, c'est de ne pas avoir de réponse ou de dire appelez lundi et de ne pas être prioritaire le lundi parce que tout le monde est arrivé le lundi. Tout le monde appelle. Merci. Donc voilà les éléments sur lesquels notre collaboration avec Yampa s'est construite et sur lesquels aujourd'hui notre service support se sert tous les jours de Yampa pour gérer ses tickets. Là, on est en train de passer dans la phase 2. Ouais. C'est la double commande. C'est un peu la... Je ne vais pas dire Tesla, parce qu'en ce moment, vu son action, je ne voudrais pas lui faire de peine. Mais c'est un moment... Ça lui fera pas de mal. On autorise d'enlever les mains du volant. Voilà. Et nous, c'est l'étape vers laquelle on veut aller avec Yampa, c'est de commencer à enlever les mains du volant en dehors des heures d'ouverture du support. Ouais. Ça, vous projetez ça S2. J'aimerais bien commencer en S2. D'accord. Parce que, et c'est là où la qualification rentre vraiment en ligne de compte, c'est que un client m'en voudra pas parce que c'est dans les clauses contractuelles de ne pas répondre instantanément. Bien sûr. Si déjà, je peux lui donner 70% des réponses en dehors des heures d'ouverture et en plus, il a un acknowledgement avec un résumé de sa problématique qui lui arrive en disant dès que les bureaux sont ouverts, le T0 commence parce qu'on a des obligations quand même de résolution de problématiques, c'est beaucoup. Et en termes de satisfaction client, c'est beaucoup. Voilà. Patrice, est-ce que la réussite de cette union avec Whisper, qui est votre premier client, ça vous sert aussi comme vitrine pour d'autres clients pour montrer, regardez comment ça marche et comment ça fonctionne surtout? Alors le premier truc, c'est que nous, on est super fiers de ce qu'on a fait avec Whisper, parce que, quand je suis arrivé devant Baptiste... Quelques anecdotes à partager. Quand je suis arrivé devant Baptiste en lui disant on va devoir intégrer GLPI pour faire du support technique en multilangue 24/24, c'était... peut-être un mois après qu'on ait créé Yampa, il m'a dit non mais t'es dingue. Ça, bon. Donc on est vraiment super fiers et c'est effectivement une référence qu'on utilise beaucoup pour démontrer notre capacité à faire des choses compliquées. En fait, je pense que ça a été à la fois un accélérateur sur la partie technologie de Yampa, mais aussi sur notre capacité à collaborer avec les clients. C'est-à-dire que quand vous lancez une société d'IA dans le service client, vous vous attendez à ce que les premiers cas que vous allez traiter, c'est du suivi de commande globalement pour du retail. Comme le disait Patrice, nous, on a attaqué via l'angle du helpdesk sur des sujets de virtualisation ultra techniques, ce qui fait que même les réponses de nos agents IA qu'on était capable de générer dans un premier temps, nous, en interne au sein de Yampa, on n'était même pas capable d'évaluer nos agents pour savoir s'ils répondaient bien ou pas. Et du coup, ça nous a forcé à mettre en place une collaboration qui a été très vertueuse avec les équipes d'Eric. Et justement, aujourd'hui, ce mode de collaboration sur le déploiement de nos agents, être dans l'accompagnement des clients, les mettre en confiance justement sur cette partie simulation de réponse sur des cas précis, validation humaine avant de déployer, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et on a toute une méthodologie autour de nos technos qui est absolument clé aujourd'hui. Pour terminer, on a beaucoup parlé de la souveraineté, c'est important effectivement, vous êtes deux entreprises françaises et c'est important de préserver sa sécurité, ses données, et en termes de sécurité, on l'a évoqué très rapidement, mais Mathis, c'est important de terminer là-dessus. Justement, vous en êtes où? Vous êtes, je rappelle, directeur technologique et cofondateur de Yampa. Est-ce que tout est verrouillé en termes de sécurité? Alors nous, on a fait un pari qui était assez simple, c'est qu'on s'est dit du coup qu'on on a lancé la société il y a 1 an, on a commencé à réfléchir déjà quelques temps avant sur le sujet, et on a tout de suite vu que finalement l'utilisation de ces modèles d'IA, le non déterminisme qu'ils pouvaient avoir, ça allait créer de l'incertitude chez nos clients. Et du coup, ce qu'on a décidé, c'est de faire le pari d'une forme de sécurité et de compliance from scratch. Donc là où en général, quand vous créez une start-up, vous développez
développez vos produits, Oui. et au bout de quelques temps, vous allez attaquer des grands comptes et vous posez la question des certifications, de l'encryption des données, de l'anonymisation. Nous, finalement, tout a été construit, on a créé la société, et on a fait appel à une autre société en parallèle pour nous accompagner sur la mise en conformité dès le début de la création de la plateforme, ce qui fait que absolument tout ce qui a été créé dès le départ en termes de briques technologiques a été fait dans la logique d'avoir très rapidement des certifications de type SOC 2 type 2 qui nous permettaient justement de garantir qu'en termes de briques technologiques, partout où on pouvait mettre de l'encryption, on mettait de l'encryption. Sur les endroits au niveau de l'utilisation des LLM, on allait pouvoir mettre de l'anonymisation, on allait en mettre, etc. etc. J'ajoute juste un petit point, c'est Ouais. que ce que dit pas Baptiste, c'est que Baptiste et Marin viennent du secteur financier. Oui. Et donc, ils ont tous ces sujets de RGPD, de sécurité des données, etc. C'est dans leur ADN. Dans la peau, ouais, donc tout à fait. voilà, Ouais. il n'y avait pas de sujet pour nous au démarrage d'être vraiment complètement alignés sur ces sujets de sécurité. Merci, messieurs. Ça fait plaisir de voir voilà, des associations d'entreprises françaises qui relèvent des challenges. Je suis sûr que ça intéressera des marques qui nous regardent. Merci en tout cas d'être venus sur le plateau Merci des à toi. Mercredis de Merci. l'Expérience Client. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très rapidement, mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao.